d'achat de matières premières américaines, notamment du pétrole et du gaz. On sait que les États-Unis veulent absolument être autonomes en production d'énergie, avec l'objectif d'augmenter de 3 millions de barils la production de pétrole. Et dans ce rééquilibrage du déficit commercial entre l'Europe et les États-Unis, Donald Trump avait déjà mentionné l'idée peut-être d'obliger les Européens à acheter du pétrole et du gaz américain. Donc c'est pas étonnant de voir, je pense, Monsieur Pouyanné dans la discussion. Ça sera certainement une de ces questions. Monsieur Pouyanné qui avait déjà aussi interpellé Donald Trump il y a 3-4 mois, je crois, sur les sujets de transition écologique, en disant qu'il fallait pas non plus tout détricoter et continuer quand même à garder quelques lignes directrices un peu favorables en faveur de la transition. Donc voilà, effectivement, plein de questions et surtout essayer de sentir un peu le ton et dans quelle mesure ces discussions pourraient être constructives plutôt que très agressives. C'est l'endroit où il faut être. Cette conférence qui est donc en train de démarrer, là on voit justement les différents patrons, donc on le disait, Blackstone, Total Energy, Patrick Pouyanné, Bank of America et Santander qui s'installent, et Donald Trump qui va dans un instant intervenir. Laure Closier, notre envoyée spéciale dans la salle, elle va assister à cette conférence dans un instant et elle nous dit les gens sont assez inquiets, ils se demandent si Donald Trump va les insulter. C'est ce qu'elle nous dit là depuis l'intérieur de la salle. On est tous des petites souris et c'est grâce à Laure qu'on a ces infos. Elle est à l'intérieur et effectivement, elle nous dit les gens se posent des questions, va-t-il nous insulter? Christine Lagarde est présente aussi sur place. Il y a un enjeu particulier du côté de Christine Lagarde. Ouais, en fait, disons qu'il y a un enjeu, c'est qui est le porte-parole des enjeux européens en face de Donald Trump, en fait. C'est dans quelle mesure on va réussir à parler d'une voix commune en face de Donald Trump. On sait que Giorgia Meloni a choisi la voie bilatérale. Elle a un peu ses entrées. Elle est allée à Mar-a-Lago il y a 3 semaines pour essayer déjà d'avoir un petit peu un ton et des exceptionnalités vis-à-vis de l'Italie. Donc on sait qu'elle a signé des contrats, notamment avec SpaceX et Starlink. Mais voilà, je pense oui, le sujet c'est ça pour nous Européens, c'est qui va être en mesure de faire face et de négocier en fait, d'essayer d'être la voix de l'unité de l'Europe vis-à-vis de Donald Trump. On se met peu à peu dans l'ambiance. Alors à Davos, on vous applaudit peut-être un petit peu, mais surtout on applaudit sans doute les intervenants qui commencent effectivement à s'installer sur scène avant que Donald Trump ne surgisse. Ça y est, là, on voit apparaître Donald Trump. J'imagine qu'on a le son, on va peut-être pouvoir commencer à suivre cette conférence en direct sur BFM Business depuis Davos. Hello. What great honor. Quel grand honneur. Quel grand honneur et quel grand plaisir de vous souhaiter à nouveau la bienvenue au sein de la communauté de Davos. Il y a seulement 4 jours, vous preniez vos fonctions et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons énormément de réussite dans l'entreprise qui vous attend. Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont gigantesques. Le leadership américain est extrêmement important, tout comme votre leadership individuel. Nous sommes ici pour entendre votre vision et entendre aussi les mesures que vous comptez prendre pour dynamiser l'économie et surmonter ces défis mondiaux. Monsieur le Président, votre retour aux affaires et les mesures que vous allez prendre ont évidemment été au cœur de nos discussions cette semaine. Des débats au sein d'une communauté de 3000 dirigeants politiques et dirigeants d'entreprises qui se sont réunis ici à Davos. Nous avons hâte d'entendre votre parole et nous aurons ensuite une discussion avec des dirigeants d'entreprises modérée par Berge Brende, ma collègue. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis, Donald J. Trump. Merci beaucoup, Klaus. Bonjour à toutes et tous. Cette semaine a été tout à fait historique aux États-Unis. Il y a 3 mois, j'ai prêté serment et nous avons ouvert cette nouvelle ère dorée pour les États-Unis d'Amérique. L'élection a été gagnée grâce à des millions de votes et les 7 États clés a été remporté par ma candidature. C'est donc un mandat extrêmement fort qui m'a été confié et certains experts
différents politiques, même certains ennemis, me disent que c'est la plus grande victoire politique en plus de 200 ans. Et ce que l'on a vu ces derniers jours, c'est avant tout la révolution du bon sens. Bientôt, notre pays sera plus riche, plus uni qu'auparavant, et la planète sera plus prospère et la paix y régnera. Il y a donc un nouveau vent qui souffle et mon administration agit avec grande vitesse pour résoudre tous les désastres que nous avons hérités de l'administration précédente et pour résoudre toutes les crises auxquelles notre pays est confronté. On commence par rétablir l'ordre là où l'administration publique a créé un chaos économique. Au cours des 4 dernières années, c'est 8 000 milliards de déficit inutile qui a été contracté, des réglementations inutiles, des taxes qui ne font que freiner notre économie. La conséquence de tout ça, c'est le niveau d'inflation le plus élevé que nous ayons jamais connu et un prix de la vie beaucoup trop élevé. Le coût d'ailleurs des denrées alimentaires et d'à peu près tous les produits dans le monde entier a augmenté de manière exponentielle. Le président Biden a totalement perdu la maîtrise de la situation et il a aussi perdu la situation ou le contrôle de la situation aux frontières. Nous avons dépensé 1 500 milliards de plus que lorsque moi j'étais en poste il y a 4 ans. Le coût de la dette est aussi 230% plus élevé que ce qui était prévu en 2020. Le taux d'inflation que l'on hérite aujourd'hui est 50% plus élevé que la cible historique. C'est l'inflation la plus élevée dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai décidé de renverser toutes les politiques de la gauche radicale qui ont conduit à cette calamité, notamment pour ce qui est de l'inflation, du crime et de l'immigration. J'ai signé un ordre exécutif afin que nous puissions lutter pleinement contre l'inflation et faire baisser le coût de la vie. J'ai aussi imposé un gel de la réglementation, un gel de l'aide que nous envoyons à l'étranger et mis en place un nouveau département de l'efficacité gouvernementale. J'ai mis un terme aussi au Green New Deal, qui est un gâchis et une arnaque totale, avec un accord de Paris qui ne sert que quelques pays, et j'ai aussi mis un fin aux politiques sur les voitures électriques. Maintenant, aux États-Unis, on peut acheter la voiture que l'on veut. J'ai déclaré aussi un état d'urgence énergétique afin de pouvoir débloquer l'or liquide qui est sous nos pieds et pour permettre d'approuver aussi la création de nouvelles infrastructures d'énergie. Nous avons les plus grandes ressources en pétrole et en gaz au monde et on va s'en servir. Cela va faire baisser le prix des produits et des services américains, mais ça fera aussi de notre pays un pays manufacturier. Nous serons aussi le pôle mondial des crypto-monnaies et de l'IA. Nous avons aussi commencé à déréglementer de manière massive, bien plus que les records établis au cours de mon mandat précédent. Biden et son administration a ajouté un coût de $50 000 supplémentaires pour chaque foyer américain au cours des 4 dernières années à cause de ces réglementations excessives. Je vais retirer 10 règles pour chaque nouvelle règle qui est ajoutée, ce qui va permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des foyers américains. Pour débloquer notre économie, nous avons la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, et nous allons faire baisser les impôts des Américains, notamment pour les familles et pour celles et ceux qui travaillent, et une baisse d'impôts aussi pour les producteurs nationaux. Et on travaille avec les démocrates pour pouvoir étendre les baisses fiscales appelées les baisses Trump
Et le message que j'aimerais porter auprès de toutes les entreprises du monde entier, c'est venez fabriquer vos produits aux États-Unis et on vous offrira les taux d'imposition les plus bas au monde. On est en train de les faire baisser très vite d'un point qui était déjà bas pour les taxes Trump. Maintenant, si vous faites vos produits ailleurs, ce qui est tout à fait autorisé, mais il faudra payer des droits de douane avec des pourcentages qui vont varier, mais qui vont permettre aux États-Unis de récolter des milliers de milliards de dollars pour faire baisser notre dette. Sous mon administration, il y aura des nouveaux emplois, des nouvelles entreprises, des nouvelles usines ici, dans ce sublime pays que sont les États-Unis. Et on le voit certainement dans votre très très belle salle où on a beaucoup d'amis, beaucoup d'Américains. Vous voyez qu'il y a une confiance qui renaît, le genre de confiance que l'on n'a pas vu depuis des décennies, d'ailleurs peut-être même jamais. Lorsque j'ai été élu, l'indice de l'optimisme des PME a augmenté de 41%. C'est l'augmentation la plus forte que l'on ait jamais vue. SoftBank nous dit qu'il y aura entre 100 et 200 milliards d'investissements directement dans l'économie américaine grâce aux résultats de l'élection. Et Oracle, SoftBank et OpenAI ont promis un investissement de 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA. Et puis d'autres entreprises ont elles aussi promis des milliards et des milliards qui vont ruisseler et faire des milliers de milliards d'investissements dans l'économie américaine. Et j'ai lu aussi aujourd'hui dans les journaux que l'Arabie saoudite allait aussi investir 600 milliards de dollars dans notre économie. Et je vais demander d'ailleurs à l'Arabie saoudite d'arrondir ça à 1 millier de milliards parce qu'on les a tant aidés par le passé. Et on va demander à l'OPEC aussi de faire baisser le prix du baril. Je suis surpris d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait avant l'élection. J'étais un peu surpris par cela. Si le prix avait baissé, ou plutôt si le prix baisse, ça sera la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il faut faire baisser absolument le prix du pétrole pour mettre un terme à cette guerre. Le prix aurait dû baisser il y a longtemps. Les pays, d'ailleurs, producteurs de pétrole sont en grande partie responsables de cette guerre. Avec une baisse des prix, il y aura des conséquences positives, avec notamment la baisse des taux d'intérêt. Tous les progrès que vous voyez aujourd'hui sont le fruit de notre victoire à l'élection présidentielle américaine, une victoire dont tout le monde parle dans le monde entier. Cela a des répercussions pour beaucoup de pays. C'est la lumière qui brille sur le monde entier depuis cette élection, même dans des pays qui ne sont pas forcément amis, sont des pays qui aujourd'hui sont contents parce qu'ils comprennent qu'il y a un avenir et qu'il est radieux grâce à notre leadership. L'Amérique est de retour, nous sommes ouverts aux entreprises, notre économie est ouverte. Nous allons en revanche fermer notre frontière sud pour stopper l'invasion qui minait l'économie américaine. Et il y a aussi un état d'urgence qui va être déclaré à notre frontière pour arrêter toute traversée clandestine qui était très nombreuse par le passé. Et nous allons expulser tous les clandestins afin qu'ils rentrent dans leur pays. Cela a d'ailleurs déjà commencé avec des militaires, avec des troupes qui sont à la frontière, qui sont là pour repousser cette invasion parce qu'il est bel et bien question d'une invasion. Notre territoire ne sera plus violé de cette manière-là. Après 4 ans de l'administration Biden, nous allons à nouveau devenir un pays fort et souverain. Par ailleurs, je suis aussi heureux de vous dire que nous sommes à nouveau une nation libre. J'ai signé un décret pour lever toute censure. Nous n'allons plus censurer la parole de nos citoyens. Il n'y aura plus de désinformation et de mésinformation qui sont les concepts et les termes préférés de celles et ceux qui veulent nous censurer. Nous avons sauvé la liberté d'expression aux États-Unis et nous l'avons sauvé grâce à ce décret. On va aussi signer un décret pour que les
forces de l'ordre et que les forces publiques ne soient pas utilisées contre le peuple américain et contre ses représentants politiques. Nous avons aboli aussi toutes les mesures d'inclusion, de diversité qui n'avaient absolument aucun sens dans l'administration publique, mais aussi dans le secteur privé, avec la Cour suprême qui a récemment décidé que c'est à nouveau la méritocratie qui régnerait en Amérique. La méritocratie avant tout. Et tout cela est maintenant la politique, la doctrine officielle des États-Unis, tout comme d'ailleurs il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Et on n'aura plus aucun homme qui participe à des épreuves sportives féminines et les opérations transgenres qui étaient tant à la mode seront maintenant très rares. Et puis enfin, le bon sens va revenir aux États-Unis puisque nous allons faire revenir la force, la paix, la stabilité à l'étranger. Je vais aussi demander à tous les pays de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses de défense à hauteur de 5% du PIB, ce qui aurait dû être fait il y a des années. Les pays de l'OTAN était à 2%, et d'ailleurs, il n'y était pas avant que moi j'arrive aux affaires. Mais j'ai insisté et ils sont arrivés à ces 2%, mais le reste de la facture est toujours épongé par les États-Unis, et ce n'est pas juste. Avant de prendre nos fonctions, nous avons négocié un cessez-le-feu au Moyen-Orient qui ne serait jamais intervenu sans nous, comme vous le savez toutes et tous. Les otages ont commencé à retrouver leurs familles, et c'est quelque chose de formidable à regarder, et il y aura encore plus de libération. Nous avons aussi la volonté d'aboutir à un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est un champ de bataille meurtrier où on a des millions de soldats qui sont morts, des chiffres que l'on n'a pas vus depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des cadavres partout dans ces champs qui étaient des champs agricoles, et on a des millions de Russes et des millions d'Ukrainiens qui sont morts. On n'a jamais vu autant de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, aux États-Unis, il y a aussi des grands événements qui se profilent avec le 250e anniversaire de l'origine des États-Unis. C'est un grand événement dont on parle depuis une dizaine d'années. Nous avons aussi la Coupe du Monde qui va être organisée. Je crois que Gianni Infantino est dans la salle. Il nous a beaucoup aidés. Je sais qu'il est là quelque part. Donc j'aimerais le saluer et le remercier. Et puis ensuite, nous avons les Jeux Olympiques qui se profilent. J'ai joué un rôle clé au cours de mon premier mandat pour que cette candidature soit couronnée de succès. Et je suis très heureux d'être le président, un peu par chance, des États-Unis au moment de la Coupe du Monde de foot et des Jeux Olympiques et puis du 250e anniversaire de la création des États-Unis. En 4 jours, nous avons réalisé beaucoup plus de choses que l'administration précédente en 4 ans. Et ce n'est qu'un début. C'est incroyable d'ailleurs de voir ce dynamisme et cette lumière qui inonde aujourd'hui notre pays. Notre pays a énormément souffert, mais nous sommes sur le chemin du retour. On va être un pays plus grand, plus fort que par le passé. J'aimerais remercier tout le monde d'avoir accepté de m'écouter. Mais bon, on est rentré aux affaires il y a seulement 2-3 jours, donc ça faisait un peu court pour vous rejoindre. En tout cas, merci beaucoup de cette invitation. Et j'entends dire qu'il y a de très beaux et bons invités. Si jamais vous avez des questions, je serai heureux de les entendre. Donald Trump, dans le cadre du Forum économique de Davos, qui va répondre maintenant aux questions des grands patrons mondiaux en direct sur BFM Business. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette prise de parole extrêmement intéressante. Je pense que vous avez entendu les applaudissements de Davos jusqu'à la Maison-Blanche. Mais l'année prochaine, ça sera encore mieux. Vous pourrez profiter des applaudissements en présentiel. En tout cas, on espère vous voir au Forum économique mondial. Alors, vous savez aussi, Monsieur le Président, qu'il y a un moment d'interaction qui va maintenant se tenir. Nous avons des personnalités imminentes du monde des affaires qui sont là. On va commencer avec quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un qui est quasiment un de vos
voisin à Mar-a-Lago en Floride, Monsieur Steven Schwarzman, qui est CEO de Blackstone Investment Group. Steve, on vous écoute. Monsieur le Président, je suis sûr que le prince d'Arabie Saoudite sera très heureux d'avoir entendu vos paroles aujourd'hui. Vous avez eu 4 jours extrêmement chargés. Personne ne peut imaginer à quel point d'ailleurs vous avez été occupé. D'ailleurs, félicitations pour ce que vous avez fait à date. La question que j'aimerais vous poser porte sur ce que moi j'ai pu observer ici à Davos, puisque c'est un forum tout à fait formidable. J'ai rencontré énormément de personnes, comme à mon habitude. Ça fait 30 ans à peu près que je viens ici. Et il y a beaucoup de représentants du monde des affaires européens qui sont là et qui ont exprimé leur frustration vis-à-vis de la réglementation européenne qui sévit dans les pays européens. Et d'ailleurs, ils nous disent que si la croissance est lente en Europe, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, évidemment, dont il faut tenir compte, mais en grande partie, c'est à cause de la réglementation. Et vous avez adopté une approche complètement différente vis-à-vis de la réglementation que celle de l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu ce que vous faites, comment vous allez vous y prendre vis-à-vis de la réglementation et quels sont les résultats que vous escomptez voir? Eh bien, merci beaucoup et félicitations Steve. Vous êtes un grand ami, mais vous avez aussi eu une carrière magnifique, une carrière qui va continuer encore longtemps. Vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Alors, un mot sur l'Union européenne, puisque vous avez dit qu'il y a beaucoup d'amis, beaucoup de leaders de pays qui m'ont contacté même au cours des 4 dernières années. Et bon, ce sont des gens que j'aime beaucoup, mais j'entends qu'effectivement, ils sont frustrés parce qu'il faut attendre longtemps pour que les choses soient approuvées, l'impact environnemental, il faut toujours attendre que les études soient faites, etc. Donc, je vais vous donner un exemple rapide dans ma vie privée, dans ma très belle vie privée, avec tout ce qui se passe dans le monde. Moi, il se passe des choses un peu différentes. Lorsque j'avais une vie de citoyen simple, j'avais un gros projet en Irlande. Et il fallait que ce projet soit approuvé. Et j'ai reçu l'approbation de l'Irlande dans l'espace d'une semaine. Et ça a été une approbation qui est tombée très rapidement. Après, ils m'ont dit que le problème, c'est qu'il fallait que je reçoive aussi le feu vert de l'UE et que ça vous pouvait prendre 5 à 6 ans. Et j'ai dit, mais c'est une blague. Et j'ai dit, écoutez, 5-6 ans, c'est long, c'est dommage, ça aurait été un bel investissement, un beau projet, ça aurait été bien pour tout le monde. Donc j'ai envoyé une délégation auprès de l'UE pour essayer d'accélérer les choses. Et on m'a dit en retour que non, ça prenait 5-6 ans pour valider le projet, alors que l'Irlande était d'accord en l'espace d'une semaine. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était un problème, ces longues périodes d'attente, et j'ai décidé de ne pas mener à bien ce projet en Irlande. Ou alors, est-ce que je me suis retiré vite du projet? Je me souviens plus très bien. Non, on avait candidaté et puis ensuite on a retiré ça. J'ai envie d'être précis dans ce que je dis. Je ne sais plus si on s'est lancé dans le projet. En tout cas, on s'en est retiré très vite parce qu'on ne pouvait pas attendre 5-6 ans. Donc, dans le monde des affaires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées en Europe. Maintenant, du point de vue américain, l'UE nous traite de manière extrêmement injuste, puisqu'il y a une très grosse taxe qui pèse sur nous. L'Union européenne n'achète pas nos produits, n'achète pas nos voitures, alors qu'eux nous vendent des voitures par millions. Ils appliquent des droits de douane sur certains de nos produits. Des droits de douane qui sont non économiques, qui ne sont pas justes et qui
rendent très difficile l'exportation de produits américains vers l'UE, alors qu'eux s'attendent à vendre leurs produits chez nous. Donc on a une balance commerciale déficitaire à hauteur de centaines de milliards de dollars et nous ne sommes pas contents de cette situation-là. Donc l'UE doit faire mieux et doit faire plus vite. J'ai certains amis dans les pays européens qui sont des gens tout à fait formidables et qui veulent être plus compétitifs. Mais on ne peut pas être compétitif quand on a des boucles de validation qui sont si longues. Donc j'essaye d'apporter un regard constructif sur tout cela parce que j'aime l'Europe, j'aime les pays européens, mais il faut bien voir que les processus sont très longs. Et l'UE traite aussi les États-Unis d'Amérique de manière extrêmement injuste avec des taxes trop élevées et trop de droits de douane. D'ailleurs, je me souviens qu'une des compagnies aériennes et son directeur m'a appelé et m'a dit « Est-ce que vous pouvez m'aider parce que faire atterrir des avions, c'est extrêmement cher en Europe, il y a énormément de frais, de taxes à payer. » Et je lui ai dit « C'est quoi la différence entre l'Europe et la Chine ?» Il m'a dit « L'Europe, c'est bien pire. » Et comme vous le savez, il y a eu aussi ces poursuites contre Apple avec une affaire qui a été instruite et 15-16 milliards qui sont exigés de la part de l'UE côté Apple, pareil pour Google. Bref, que ça vous plaise ou non, ces entreprises sont américaines et ne méritent pas d'être traitées de cette manière-là. Et pour moi, c'est une forme de taxation que d'infliger ces pénalités-là. Donc voilà, nous avons beaucoup de griefs avec l'Union européenne. Thank you very much, Mr. President. We'll now go to one of your friends. Nous allons maintenant nous tourner vers l'un de vos amis dans l'UE, Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total Energy. Je crois que vous avez déjà une question prête, Patrick, pour le Président. Monsieur le Président, nous comprenons que l'énergie fait partie donc, des priorités de votre programme et ce soir d'ailleurs je représente le secteur énergétique sur ce panel. Nous sommes la 4e plus grande compagnie au monde en matière de pétrole et de gaz. Donc j'ai bien compris quelles étaient vos politiques vis-à-vis des prix. Je savais quelles sont vos attentes en matière de pétrole. Donc je vais parler plutôt du gaz. Nous sommes le premier importateur de gaz liquide depuis les États-Unis. Nous sommes aussi un grand contributeur car nous réinvestissons dans de grands projets énergétiques, par exemple Texas à hauteur de 20 millions de dollars. Et nous contribuons à la sécurité aussi de l'approvisionnement vers l'Europe, puisqu'on exporte donc ce gaz liquide vers l'Europe. Alors, il y a beaucoup de projets qui sont développés aux États-Unis. Est-ce que cela pourrait avoir un impact inflationniste sur le marché intérieur aux États-Unis ? Et donc j'ai une question à cet égard. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une pause sur les investissements énergétiques aux États-Unis et que se passerait-il sinon s'il y avait une augmentation des prix du gaz ou du pétrole à cause de ces exportations? Et autre question importante pour l'Europe, est-ce que vous pouvez garantir l'approvisionnement en gaz vers l'Europe? Alors pour la dernière partie de votre question, oui, bien sûr, je m'assurerai que si nous avons un accord, vous obtiendrez donc ce GNL, ce gaz liquide. Car je sais qu'il y a des difficultés d'approvisionnement dans le monde, donc nous serions un partenaire sûr. D'ailleurs, le GNL, c'est vraiment très important parce que lorsque j'ai été élu la première fois, il y avait 2 immenses usines en Louisiane, qui souffraient de contraintes environnementales et qui étaient menacées de fermer. Et elles coûtaient environ 12 milliards.
ou peut-être même 14 ou 15, mais elles n'arrivaient pas à obtenir leur permis environnemental. Et elles étaient examinées comme ça, contrôlées pendant des décennies. Et je trouvais cette situation ridicule. Et donc j'ai fini par comprendre quel était le problème. C'était le même problème dans la construction que je connaissais déjà. En tout cas, on parlait d'un investissement de 25 à 30 milliards de dollars. Mais elles n'arrivaient pas à l'obtenir parce qu'elles n'arrivaient pas à obtenir leur permis. Et moi, je les ai aidées en moins d'une semaine à obtenir tout cela. Et lorsque j'ai appelé ces entreprises pour leur dire que c'était fait, que c'était réglé, il y avait plusieurs pays qui étaient impliqués, par exemple le Japon, et d'autres grands investisseurs, ils ne pouvaient pas y croire. Et je leur ai dit, ça ne sert à rien d'engager des consultants. La seule personne qui pouvait réussir à faire cela, c'était moi, car c'est moi qui ai cette influence aux États-Unis et aussi dans le monde. Les consultants ne serviraient à rien. Les consultants vous coûtent simplement des millions de dollars. Moi, personne ne m'a appelé. J'ai simplement entendu qu'il y avait un problème qui durait depuis des années et j'ai réussi à trouver la solution rapidement. Et cela, c'était la bonne chose pour les États-Unis et aussi pour le marché de l'énergie en général. Donc, je crois qu'en fait, le plus on fait, en fait, plus il y a de projets et plus les prix vont baisser. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait des approbations rapides aux États-Unis de différents projets. Nous allons parler avec beaucoup de parties prenantes et faire vraiment de grandes choses. On va bâtir des générateurs d'électricité aussi, qui vont être approuvés par une déclaration d'urgence. Donc moi, je peux, par une déclaration d'urgence, approuver les projets sans attendre des années. Il faut multiplier par 2 l'énergie produite aux États-Unis pour que l'intelligence artificielle soit aussi importante, aussi ample qu'on le veut. On sait que c'est en plus un marché très compétitif. Donc je vais faire une déclaration d'urgence afin que l'on puisse commencer à de nouveaux projets immédiatement. Et d'ailleurs, c'est mon idée principale. Personne ne pensait que c'était possible. En tout cas, c'est très intelligent. Et ce que je leur ai dit, c'est ce que je voulais faire, c'est vraiment bâtir différents générateurs d'électricité. Et on m'a dit, mais non, vous plaisantez. J'ai dit, non, non, je ne plaisante pas. On pourra ensuite, il ne sera pas forcément nécessaire de les intégrer au réseau électrique. Elles seront indépendantes, elles pourront produire l'électricité pour des usines directement. Et donc, nous allons pouvoir vraiment rapidement bâtir toutes ces centrales de production d'énergie. Et nous allons aussi recourir au charbon comme solution de secours. Par exemple, s'il y a un problème avec un pipeline qui explose ou qui ne fonctionne pas, eh bien, on aura une solution de rechange. Il y a d'ailleurs des États aux États-Unis qui ont beaucoup de charbon sous leurs pieds ou parfois qui sont dans le sol sous les usines. Et donc, il faudrait qu'en cas d'urgence, ils puissent les utiliser. Utiliser ce charbon très propre. Et rien ne peut détruire le charbon, ni une bombe, ni les événements climatiques. Le charbon est vraiment solide, c'est une énergie de secours vraiment très utile et ça ne nous coûtera pas en plus cher, d'autant que nous avons plus de charbon que tout le monde, nous avons aussi plus de pétrole et de gaz que tout le monde. Donc nous allons nous assurer que toutes les centrales électriques auront leur propre générateur à côté pour générer leur propre énergie. Comme ça, nous n'aurions plus à nous faire de soucis et je vais approuver cela très rapidement. Thank you so much, Mr. President. Monsieur le Président. Nous allons maintenant passer à un autre PDG que vous connaissez très bien, Brian Moynihan, qui est le PDG président de Bank of America. Bonjour, Monsieur le Président. Premièrement, félicitations. Et à vous-même aussi, à votre famille. Il y a 4 ans, vous étiez déjà là, avec nous. Il y avait des centaines de PDG du monde entier et vous avez décrit vos politiques, vos procédures. Alors cette année, vous n'êtes pas avec nous en présentiel. Mais par contre, vous avez quand même passé une vague de décrets sur l'immigration, sur le commerce et de nombreuses autres questions. Et donc, en tant que représentant des États-Unis ici, nous avons reçu beaucoup de questions sur ces décrets, de manière à se centrer aussi sur la croissance, la prospérité, les marchés
le marché des obligations, des actions et comment s'y faire baisser les prix. Donc comment est-ce que vous pensez, comment sera l'impact de tous ces décrets sur ces différentes politiques et comment vous pourrez garantir le succès et garantir la baisse de l'inflation, l'augmentation du PIB et que tous les citoyens américains puissent en profiter. Eh bien, je crois que d'abord, nous allons faire baisser l'inflation, nous allons créer davantage d'emplois, créer davantage d'entreprises aussi. Vous savez, l'impôt sur les entreprises a été baissé à 21% alors qu'il était à 40%. Et dans certaines villes, c'était même encore plus. Donc moi, je l'ai baissé à 21% et nous allons encore la baisser jusqu'à 15%. Si, en tout cas, si l'entreprise produit aux États-Unis. Donc 21%, c'est déjà bas, mais 15%, ce sera encore plus bas, ce sera le plus bas possible. Et notamment parmi les plus grands pays, c'est nous qui aurons les taxes les plus basses parmi les pays riches et puissants. Mais ce sera 15% seulement si l'entreprise produit aux États-Unis. Et nous allons probablement revenir sur les politiques que nous avons déjà faites avec cette déduction à 1 an. Mais cette politique ensuite a expiré, mais nous allons donc renouveler cette politique, celle que l'on appelait la Trump Tax, et que les démocrates n'avaient pas approuvée. Je ne sais pas comment ils ont pu survivre avec une taxe de 45%. Donc je crois en tout cas qu'ils vont approuver maintenant mes nouvelles politiques en matière de taxation. Car je crois que c'est difficile pour un groupe politique de dire qu'ils vont imposer les gens encore plus, les entreprises encore plus. Donc, nous allons avoir des déductions d'impôts pour les PME, pour les petites entreprises, jusqu'à 15%. Et à votre sujet, sinon j'aimerais vous dire que vous avez vraiment fait un travail formidable et vous devriez mieux écouter les conservateurs, car beaucoup de conservateurs se plaignent que les banques ne prêtent pas suffisamment aux petites entreprises et ne prête pas aux entreprises conservatrices, alors qu'il voulait qu'une banque prête à toutes les entreprises et aux entreprises conservatrices. Et donc j'espère que vous allez ouvrir vos banques aux conservateurs, car ce que vous faites pour l'instant, ce n'est pas la bonne chose. Monsieur le Président, Monsieur Gianni vous passe le bonjour par rapport à l'organisation de la Coupe de football de l'année prochaine. Alors maintenant, nous allons passer à Anna Botín, qui est la PDG de Banco Santander, qui est l'une des plus grandes banques européennes et aussi qui est grande aux États-Unis. Alors, Monsieur le Président, félicitations sur cette victoire historique. Je ne pense pas que vous me connaissiez aussi bien que les autres panélistes, donc quelques mots. Santander, c'est l'une des plus grandes banques au monde par nombre de clients. Nous en avons 170 millions. C'est plus d'ailleurs que les clients de Brian ou que Jamie ici. Alors, la question de la réglementation reviendra plus tard. Nous sommes de grands investisseurs aux États-Unis. Nous avons des millions de clients, des dizaines de milliers d'employés. Nous sommes les plus grands aux États-Unis et nous venons de lancer un service totalement numérique qui s'appelle Open Bank. Et nous pensons que la banque joue un rôle important dans l'économie pour accélérer la croissance et pour aider davantage de clients. C'est ce que nous faisons d'ailleurs aux États-Unis. Et donc, comme Brian l'a dit, nous accueillons votre priorité sur la déréglementation et la baisse de la bureaucratie. Et donc, ma question, c'est quelles sont vos priorités à cet égard et avec quelle rapidité vous allez mettre tout cela en place? Merci. Merci et félicitations. Je connais bien votre banque et je sais que vous avez fait un très bon travail. Félicitations. Alors nous allons avancer très vite avec nos projets. Nous avons déjà d'ailleurs avancé ces 3 derniers jours. Nous avons fait des choses que personne ne pensait qu'il était possible de faire en des années. Et cela va avoir un immense impact sur l'économie.
Avant, l'argent était gaspillé sur des choses qui n'avaient pas de sens, par exemple le nouveau pacte vert, qui n'avait vraiment aucun sens et qui avait été conçu par des personnes qui étaient des étudiants moyens ou même médiocres et qui n'avaient jamais suivi de cours dans l'énergie ou dans l'environnement. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Rappelez-vous quand on vous disait que le monde allait prendre fin dans 12 ans seulement. Mais finalement, ce temps s'est écoulé et rien ne s'est passé. Et donc ces personnes ont vraiment effrayé les démocrates. Je ne peux pas dire que les républicains c'était le cas. En tout cas, ça a été un grand gâchis d'argent. Pendant mon mandat, nous avions l'air le plus propre, l'eau le plus propre, et pourtant nous avions l'économie la plus protectrice de l'histoire de notre pays. Jusqu'à ce que le Covid arrive, nous avions aussi l'économie la plus productrice de notre histoire. Et d'ailleurs, on faisait mieux que tout le monde, que ce soit la Chine ou n'importe quel autre pays du monde. Et regardez, nous en sommes aujourd'hui. Mais grâce à tout ce que nous avons appris, je pense que nous pouvons aller encore plus vite et surpasser encore tous ces résultats. Mais pour cela, il faut aussi que l'on obtienne le respect des autres nations, par exemple le Canada, avec lequel nous avons un immense déficit extérieur. On ne peut plus se le permettre. Comme vous le savez, j'ai d'ailleurs même proposé au Canada qu'il pouvait même devenir l'un de nos États, mais en tout cas, on ne veut plus qu'il y ait ce déficit. Mais c'est très difficile, en tout cas, de faire des affaires avec le Canada, mais ce n'est pas juste d'avoir un déficit de 250 millions de dollars. Nous n'avons pas besoin de leur bois, par exemple, parce que nous en avons. Nous n'avons pas besoin de leur pétrole ou de leur gaz, car nous en avons plus que quiconque. Un autre exemple, le Mexique. Eh bien, je crois que nous gérons les choses plutôt bien maintenant. En tout cas, on veut vraiment être traité justement par les autres pays, équitablement. Même si je pense que la faute revient en partie à nous-mêmes et aux politiciens précédents qui ont agi de manière stupide ou peut-être par d'autres raisons, mais principalement parce qu'ils étaient stupides. Et donc, ils ont permis à d'autres nations de tirer avantage des États-Unis. Mais nous avons quand même beaucoup d'actifs aux États-Unis et nous ne voulons plus avoir de dettes, par exemple avec le Canada ou avec n'importe qui d'autre, et je crois que nous allons pouvoir agir rapidement en ce sens. Et beaucoup de bonnes choses vont se produire. Et ça va être aussi des bonnes choses pour le monde et pour les personnes qui traitent avec nous en général, que ce soit nos alliés ou même au-delà de nos alliés. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment pouvoir me réunir avec le président Poutine rapidement pour mettre fin à la guerre. Et ce n'est pas simplement du point de vue économique, c'est simplement parce qu'il y a des millions de vies qui sont perdues pour rien, des jeunes qui meurent sur le champ de bataille. Il n'y a nulle part où se cacher dans ces immenses champs où ils se battent et ils se font abattre. Et c'est un véritable carnage ce qu'il se passe là-bas et il faut mettre fin à cette guerre qui est horrible. Et là, je ne parle pas d'économie, je ne parle pas de ressources naturelles, je parle tout simplement du fait qu'il y a tant de jeunes qui se font tuer dans cette guerre, et y compris les personnes qui sont assassinées dans les bombardements qu'il y a dans les villes. Donc il faut mettre fin à cela. Et aussi au Moyen-Orient, je crois que nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Et je crois que les choses vont continuer dans ce sens-là. Merci, Monsieur le Président. Nous savons aussi qu'une des relations les plus importantes au monde, c'est celle entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, c'est 28% de l'économie mondiale, la Chine, c'est 20%, donc quasiment la moitié du PIB mondial. Vous avez appelé, je pense, le président Xi Jinping vendredi dernier. Vous avez dit que vous aviez un bon échange avec lui. Comment est-ce que vous envisagez cette relation au cours des 4 prochaines années avec la Chine? Écoutez, c'est lui qui m'a appelé, mais en tout cas, moi, je pense que nous allons avoir une très bonne relation. Je pense que les choses vont très bien se passer entre nous. Tout ce que l'on veut, c'est que les règles soient équitables pour tout le monde. Nous avons
une balance commerciale déficitaire gigantesque avec la Chine, 1,3 milliard 1300 milliards de dollars à cause de l'administration Biden, et ce n'est pas juste. Il faut donc rétablir la justice. Il ne faut pas que ce soit une relation phénoménale, incroyable, non, il faut juste qu'elle soit juste et équitable. Et d'ailleurs, il en va de même avec beaucoup d'autres pays asiatiques, et on ne peut pas se permettre de continuer comme cela. Moi, j'aime beaucoup le président Xi Jinping. Nous avons toujours entretenu une très bonne relation. Évidemment, c'était difficile avec le Covid qui est venu de Wuhan. Ça a tendu un peu la relation, comme entre la Chine et d'autres pays. Mais nous avons toujours eu une bonne relation et on a hâte de pouvoir faire de grandes choses avec la Chine. J'espère que la Chine peut nous aider à mettre un terme à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je sais qu'ils ont beaucoup de pouvoir dans la région et je l'ai d'ailleurs évoqué au moment de mon entretien téléphonique avec le président Xi Jinping. J'espère qu'ensemble, on pourra arrêter cette guerre. On aimerait aussi qu'il y ait une dénucléarisation et d'ailleurs, on parlait de cela avec le président Poutine avant qu'on me vole l'élection en 2020 et la Chine aujourd'hui aurait beaucoup moins d'armes nucléaires aujourd'hui si j'avais été en fonction au cours des 4 dernières années. En tout cas, le président Poutine a beaucoup aimé cette idée de réduire l'arsenal nucléaire des pays et je pense que le reste du monde aurait suivi et la Chine y compris parce que la Chine aimait beaucoup cette idée. Il faut aussi noter qu'on dépense énormément dans ces capacités nucléaires qui en plus peuvent détruire énormément de choses sur leur passage. Donc on va voir si on peut réduire l'arsenal nucléaire. Moi ça me paraît possible. Le président Poutine et moi-même voulions le faire il y a quelque temps. Nous avons eu un échange avec la Chine qui aurait pu participer et ça aurait été incroyable pour la planète tout entière. Alors, Monsieur le Président, quand vous serez de retour à Davos, est-ce qu'il y aura un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? Il faut d'abord poser cette question-là à la Russie. L'Ukraine est prête à négocier. En tout cas, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû démarrer. Si moi j'avais été président, cette guerre ne se serait jamais déclarée. Et elle n'a pas été déclarée, d'ailleurs, cette guerre sous mon mandat. Personne n'en parlait. Je sais que Poutine lorgnait sur l'Ukraine, mais je savais bien que si moi j'étais aux affaires, il n'aurait jamais envahi le pays. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses stupides qui ont été dites et faites, et maintenant, on a des villes qui ont été réduites à l'état de ruine. Et d'ailleurs, en Ukraine, on voit qu'il y a beaucoup plus de morts que ce que l'on nous indique officiellement. Beaucoup plus de morts que les chiffres officiels. Quand vous regardez les villes qui ressemblent à des villes complètement en chantier, tellement les bâtiments sont détruits, et qu'on vous dit qu'il y a un blessé léger, il ne faut pas les croire. Ce sont des bâtiments gigantesques qui abritent des tas de gens. Moi, je me souviens que dans le BTP, on fabriquait des énormes bâtiments grands, solides, et qu'ils abritaient beaucoup de personnes. Donc quand j'entends qu'un bâtiment entier s'est effondré et qu'il n'y a que 2 blessés, je n'y crois pas. Donc je pense que les chiffres réels sont beaucoup plus importants que ce que l'on entend et ce que l'on peut lire. Et on entend dire qu'il y a beaucoup de soldats aussi qui meurent sur le champ de bataille à cause de fusils, mais aussi de drones. Et c'est vraiment très triste à voir. Et quand on voit des images du champ de bataille, c'est vraiment des images que l'on n'a pas envie de voir, qui vous changent à tout jamais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom des 3000 participants et participantes qui sont ici à Davos, nous soulignons une fois encore que vous avoir parmi nous 3 jours seulement après votre prestation de serment est tout à fait formidable, et on est prêt à vous accueillir en personne l'année prochaine. Un grand merci et on vous souhaite plein de bonnes choses depuis Davos. Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette conférence que vous avez pu suivre en direct sur BFM Business. Donald Trump face à 4 grands patrons internationaux. Alors 2 Américains, Blackstone, Antoine, Blackstone, on a suivi ensemble cette conférence. Blackstone, donc un des grands investisseurs, bien sûr, Bank of America, et puis 2 représentants européens, Santander, on est encore dans la finance, et Patrick Pouyanné. Oui, Patrick Pouyanné pour Total Energy qui a aussi été sélectionné. Voilà, cette conférence qu'on a suivie en direct qui aura donc bien duré pile 45 minutes, c'était annoncé. Donald Trump qui, alors bien sûr, dans son style, a estimé que, pas qu'il a estimé, c'est qu'il a déclaré que la lumière brille désormais sur le monde entier depuis mon élection. Cette lumière inonde aussi notre pays. Voilà, bon, on est vraiment dans le Donald Trump, mais le but c'est peut-être de créer des effets autoréalisateurs de confiance aussi. On sait que l'un des carburants de l'économie et peut-être aussi auprès de ses électeurs et du consommateur américain, les 2 tiers du PIB américain c'est la consommation. L'un des carburants c'est la confiance. Il joue là-dessus, clairement. Oui, il y a ça. Il y a quelques citations que je retiens quand même. Donc, si vous venez fabriquer chez nous, vous aurez un taux d'impôt réduit à 15%. Bon, ça reste quand même une déclaration d'intention intéressante. Et puis 2 phrases un petit peu drôles, j'allais dire. Je vais demander à ce que les taux d'intérêt baissent significativement. Il exige une baisse immédiate des taux d'intérêt. De qui ? Il va demander au marché comme Xi Jinping en disant j'aimerais bien que la bourse monte et la bourse monte. Bon, la Fed est supposée être indépendante, effectivement. Et il a dit aussi qu'il allait demander à l'Arabie Saoudite de baisser les prix du pétrole. Ça, c'était assez drôle aussi. Oui. Alors incroyable parce l'Arabie Saoudite a décidé d'un investissement de 600 milliards dans l'économie américaine. Et il a dit, alors là encore, on est dans le trumpisme total. Il a dit 600 milliards, mais je vais quand même demander au prince saoudien d'arrondir les 600 milliards à 1000 milliards. Si on pouvait arrondir à 1000, voilà. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Effectivement. Non, mais oui, il y a une déclaration intéressante du côté de cette prospérité qu'il veut pour les États-Unis, qu'il aimerait essaimer à travers le monde, à travers les décisions qu'il va prendre. Bon, pour l'instant, tout ça est quand même assez flou et c'est assez des déclarations de posture. Mais enfin, il y a quand même quelques indications intéressantes. Il y avait également une déclaration de Stefan Schwarzman, donc le patron de Blackstone, avant qu'il pose sa question à Donald Trump, qui disait si effectivement les mesures économiques de Donald Trump libèrent des capitaux, on est en face sans doute d'une période de prospérité très très forte. Attention, le principal juge de paix, ce sera le niveau des taux d'intérêt, et c'est eux qui nous diront où on va. Donc ça va être clairement le surmoi de Donald Trump sur les années à venir. C'est ça, on peut déréglementer et annoncer tout ce qu'on veut. Si les taux d'intérêt ne participent pas, il manquera le principal joueur. Les taux d'intérêt... S'il y a des effets inflationnistes, Trump va se retrouver coincé. En fait, le vrai capitaine de l'équipe, c'est le taux d'intérêt. Exactement. Plus encore que Donald Trump. Mais quand même, on a un discours toujours extrêmement fort et puissant de Donald Trump qui estime qu'il y a trop de réglementation dans l'économie américaine, on va déréglementer, trop d'inflation. Il a beaucoup insisté sur l'inflation, parce que c'est vrai que c'est l'effet contre-productif peut-être à venir de son programme, à savoir la hausse des droits de douane, moins d'immigrés illégaux, etc. Tout ça risque d'être inflationniste. Il en est manifestement parfaitement conscient, puisqu'il a vraiment répété en début de discours à plusieurs reprises qu'il y avait beaucoup trop d'inflation dans l'économie américaine. On est 50% au-dessus de l'objectif. C'est du jamais vu sur une période aussi longue. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. Et il a apporté des clés en tout cas ce qu'il estime être des clés pour combattre justement l'inflation américaine. Il parlait justement de sa politique énergétique, drill, fabriquer, produire plus de pétrole pour faire baisser les prix de l'énergie. Et il a expliqué que c'était sans doute une solution au risque inflationniste pour les consommateurs et en plus une clé pour réindustrialiser le pays en faisant baisser les prix de l'énergie. Et puis il a annoncé, enfin c'est pas une annonce, c'est une confirmation que son équipe retirerait 10 règles pour chaque nouvelle règle ajoutée aux États-Unis. Voilà, on en retire 10 pour une nouvelle règle, on en retire 10. Bon, c'est ce qu'il dit. Voilà, venez fabriquer aux États-Unis, a-t-il aussi lancé aux patrons qui étaient réunis donc à Davos et qui l'ont interrogé. Venez fabriquer, on vous offrira les taux d'importation, les taux d'imposition les plus bas du monde. On y reviendra dans un instant. C'est le débrief donc de cette intervention de Donald Trump à suivre après la pause. Le CAC 40 ce soir a clôturé. C'était il y a à peu près 20 minutes. Il a clôturé en hausse pour la 8e séance d'affilée, plus 0,7% ce soir le CAC, presque à 7900 points, 7892. 8 hausses d'affilée. C'est la meilleure série depuis le mois de décembre pour le CAC 40 et Wall Street est en hausse aussi, plus 0,1 sur le S&P. Dans un instant donc le débrief. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. C'était votre rendez-vous avec La Française, un acteur majeur de la gestion d'actifs qui conjugue objectifs de performance et investissement responsable. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming.
Business partenaire. BFM Business présente les chroniques du risque commercial avec Audrey Tcherkov. Quelles sont les perspectives de 2025 pour les entreprises face à l'instabilité politique et à la crise financière qui perdure? Nous allons analyser les tendances de fond avec Karine Pichon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau, Karine. Vous êtes directrice générale pour la France, pour l'Europe de l'Ouest et pour l'Afrique chez Coface. Vous êtes donc en contact avec beaucoup d'entreprises. Le nombre de défaillances continue d'augmenter partout en Europe. Qu'est-ce que ça nous dit du contexte économique ? Alors, le contexte économique est différent selon les pays dans lesquels on se trouve en Europe. Il y a cependant un point de similitude qui est que dans l'ensemble de ces pays, le niveau de défaillance des entreprises est supérieur en 2024 à celui qu'il était en 2019, juste avant la crise du Covid. Après, il y a des disparités. Si on regarde la situation de nos entreprises en France, le niveau des défaillances, il est 28% supérieur à celui de 2019. On en a à peu près 65 000. Ce n'est pas que les petites entreprises, c'est également les grandes entreprises. Depuis septembre 2023, il y a eu 286 plans sociaux qui ont été annoncés. C'est environ 200 000 emplois qui ont été touchés. Donc on voit une détérioration couplée avec une incertitude politique qui rend les décisions d'investissement plus compliquées, notamment quand vous avez des décisions d'investissement en temps long. Ça conduit à avoir une situation détériorée en France. Mais alors, est-ce que c'est une dégradation globale ou faut-il avoir une lecture sectorielle du sujet ? La construction, par exemple, qui a beaucoup souffert. Est-ce que 2025 peut être l'année du renouveau ? Je pense aussi à l'automobile, évidemment. Alors, la construction, juste pour rappel, c'est 5% du PIB en France. C'est un secteur, 2 millions de personnes travaillent dans le secteur de la construction. C'est sûr que la hausse des taux d'intérêt a conduit à ce qu'il y ait moins de transactions dans le neuf ou dans l'ancien. Donc, on pourrait dire finalement la baisse progressive des taux va être une bonne nouvelle. C'est vrai, malgré tout, c'est un temps qui est long, c'est un cycle long, la construction. Donc, s'il y a une amélioration, elle va être très progressive et il y a encore beaucoup d'incertitudes dans ce secteur. Pareillement, vous citiez l'automobile en pleine révolution du monde thermique au monde électrique, avec une concurrence chinoise très forte, une forme de dumping chinois subventionné par l'État, qui fait que les voitures chinoises sont moins chères que celles produites en Europe et en France. Donc comment arriver dans ce contexte-là à préserver sa marge, c'est effectivement une grande inquiétude pour le secteur de l'automobile. Alors puisque vous parliez des taux, on va parler du volet financier. On a vu que les banques centrales, la Fed et la BCE en tête, ont lancé donc le processus de baisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises ? Est-ce que ça veut dire que l'environnement financier se détend et va se détendre enfin ? Alors c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand elles vont emprunter aujourd'hui, ça va leur coûter moins cher qu'il y a 2 ans. Mais malgré tout, ça leur coûte beaucoup plus cher qu'il y a 4-5 ans avant la crise du Covid. Et donc la charge de la dette reste supérieure à celle qu'elle pouvait être historiquement et pendant très longtemps en Europe. Donc ça, couplé avec le fait que vous avez potentiellement une baisse du carnet de commandes, ça met une pression sur vos marges et donc une trésorerie qui est un vrai sujet d'inquiétude qui redevient central pour l'ensemble des entreprises. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée, Karine Pichon. Merci d'avoir été avec nous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du risque commercial. Les chroniques du risque commercial sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Zoho, la solution CRM dédiée à votre business. BFM Business présente le 18h Éco, Thomas Asportas. Allez, 18h pile sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous et soyez bienvenus dans le 18h Éco. On est ensemble en direct pendant 30 minutes pour vous raconter, pour vous décrypter toute l'actu économique du jour. L'actu évidemment ce soir, c'est Donald Trump. Donald Trump, vous venez de l'entendre, c'était il y a quelques minutes sur BFM Business. Donald Trump qui a répondu pendant quasiment 1 heure aux questions de 4 grands patrons. Il était en visio, 4 grands patrons ont été à Davos et notamment celui de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui ont posé leurs questions directement au nouveau président américain. On sera sur place avec Laure Closier et on décryptera tous ces échanges avec nos spécialistes en plateau. En France, sinon, nous de notre côté, on avance timidement sur le budget. Ça y est, les sénateurs l'ont adopté cet après-midi en première lecture. Les socialistes quand même ont voté contre. La pression reste maximale avant la commission mixte paritaire qui se tiendra jeudi prochain. On a quand même une étude qui nous dit aujourd'hui qu'en France, 1/4 des salariés
vont mal à cause des incertitudes économiques et politiques dans le pays. Ça commence à devenir préoccupant. Et puis si vous voulez retrouver le sourire ce soir, il faut aller à Bercy, pas au ministère mais en face à l'Accor Arena pour voir jouer la NBA et sa superstar française Victor Wembanyama, un show à l'américaine pour les fans de basket et aussi bien sûr pour booster la NBA en Europe. Ça fait déjà réagir Antoine Larigauderie. Voilà le programme, on est en direct jusqu'à 18h30. Victor Wembanyama, non? Je me suis trompé, Antoine? Wembanyama, oui. Ah voilà, c'est ça, pardon. Voilà. Mais j'ai dû me tromper dans le... Tout va bien. Parce qu'on a une méga star de la NBA, enfin méga expert de la NBA en plateau. Donc vous avez dit la Wembanyama. Et c'était un peu ça. Oui, voilà, c'était fait exprès, bravo. Et c'était bien joué, l'émission. C'était bien joué. Bravo. Allez. Quelle finesse d'esprit. Quelle finesse d'esprit, même quand on ne fait pas exprès. Je vous disais donc, puisqu'on parle de finesse d'esprit, Donald Trump, qui vient de s'exprimer à Davos, qui répondait cash, dans son style bien à lui, aux questions de 4 grands patrons présents donc au Forum économique, dont Patrick Pouyanné de Total Energy. Je vous propose de l'écouter. Sa réponse est on ne peut plus clair. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America. Le message que j'adresse à toutes les entreprises du monde entier, c'est venez produire aux États-Unis. On vous offrira les taux d'imposition les plus bas au monde. On est en train de les faire baisser très vite, d'un niveau qui était déjà très bas. Maintenant, si vous fabriquez vos produits ailleurs, c'est votre droit. Mais il faudra payer des droits de douane avec des taux qui vont varier, mais qui permettront aux États-Unis de récolter des milliers de milliards pour faire baisser notre dette. Sous mon administration, il y aura de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises, de nouvelles usines, ici dans ce sublime pays que sont les États-Unis. Voilà, Donald Trump, donc on ne peut plus clair, un message on ne peut plus simple. Bonsoir Laure Closier, on vous retrouve en direct de Davos où vous êtes sur place pour nous depuis le début de la semaine. Est-ce que Donald Trump a secoué le forum et les patrons présents sur place ? Alors, il y avait une vraie crainte, quelques minutes avant la prise de parole de Donald Trump. La salle était ultra pleine, Christine Lagarde était présente. Et il y avait une crainte, pour tout vous raconter, les personnes qui étaient derrière moi avaient tout simplement peur de se faire engueuler, voire insulter par Donald Trump. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. On a eu des déclarations d'amour. Donald Trump qui n'a que des amis dans la salle, qui adore Davos, qui aurait adoré être là, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps. C'était des rires dans la salle, des soutiens. On l'a beaucoup applaudi. Davos, Donald Trump, clairement, on est dans le même camp. On est dans le même camp, même avec les patrons européens, Laure ? Ou c'est un peu je t'aime moi non plus ?